Merci beaucoup de votre accueil chaleureux comme toujours. Je suis toujours très heureux de venir et revenir ici pour parler devant vous et de plus en plus fréquemment, en plus pour des questions préhistoriques ou dites préhistoriques qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc encore merci de cette proposition et cette invitation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler effectivement, comme ça a été dit à l'instant, de la grotte d'Altamira. Et je ne sais pas si je dois continuer mon intervention parce que ma présentatrice a presque tout dit de ce que je pensais dire. Donc je la remercie et je vous remercie et je m'en vais. Peut-être c'est plus simple. Mais je vais quand même un peu rester encore. Allez, soyons fous, osons. Alors, j'ai intitulé, comme vous voyez, ma proposition d'intervention, le choc Altamira. Et évidemment, il s'agit de comprendre en quoi c'est un choc et qu'est-ce qui en a motivé l'origine et quelles conséquences cela a eu. Alors, la grotte d'Altamira, elle est connue, rien n'est jamais universellement connu, donc on ne va pas faire comme si c'était une évidence, hein. C'est une naïveté de penser ça. Mais disons que dans le monde des préhistoriens, elle est extrêmement célèbre pour des raisons que vous allez vite comprendre. Et puis peut-être... le grand public a-t-il commencé un peu à se familiariser avec cette grotte importante. Je ne sais si les uns les autres avaient eu l'occasion de voir un film qui est sorti en 2016, donc c'est quand même assez récent, relativement récent, qui s'appelait tout simplement Altamira, et qui relate, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je vous donnerai les références dans un instant. Et pour illustrer un peu mon propos, il m'a semblé pertinent de faire quelques captures d'images de ce film, dans la mesure où il est assez réaliste. Alors c'est un film, hein, donc c'est pas l'histoire exacte d'Altamira, mais dans les grands traits, c'est assez juste. Et ce film, il a été réalisé, donc, je le disais, en 2016 par un réalisateur anglais, qui s'appelle Hugh Hudson, et qui est surtout l'idée assez judicieuse pour donner ou tenter de donner une notoriété à ce film, de convoquer deux importants acteurs du moment, à savoir Antonio Banderas, dont vous connaissez sûrement le visage et le jeu, qui est pas mal, n'est-ce pas? Ouais, j'ai l'impression qu'il plaît à certaines personnes ici, ça me paraît clair. Bon, vous avez le droit, hein. Qui est membre du fan club? Un certain nombre. Et donc, Antonio Banderas joue le rôle principal de Marcelino Sanz de Saotola, donc l'inventeur, comme disent les préhistoriens, de la grotte, avec sa petite fille Maria, donc, qui aura un grand rôle en fait. Et puis un autre acteur célèbre dans le film, c'est Pierre Ninet, qui joue... Ah oui, il y a des membres du fan club aussi de Pierre Ninet, hein. Je ne sais pas si ça se divise ou ça se superpose, mais bon. En tout cas, Pierre Ninet joue le rôle important dans la découverte d'Altamira d'un peintre français qui était sur le lieu et qui, à son corps défendant, a un peu joué un mauvais tour d'ailleurs à l'inventeur. Il tient le rôle du français Paul Ratier, qui était le peintre qui se trouvait à Altamira au moment de la découverte. Alors, je voudrais vous parler du choc Altamira, et choc, c'est vraiment le mot qui, je crois, convient le mieux. C'est vraiment une sorte d'affaire, presque une enquête un peu policière dans la façon dont ça a été mené, qui a joué à la fois un tour funeste au destin de la préhistoire en retardant vraiment son avancée pendant très longtemps, et pour des raisons qui méritent largement qu'on y revienne, tellement elles sont compliquées et elles mêlent plusieurs niveaux d'enjeux. C'est ce que je voudrais débrouiller avec vous aujourd'hui, parce qu'il me semble que dans Altamira, on a à la fois quelque chose comme une promesse de découverte et d'invention majeure, non seulement pour l'art préhistorique, mais peut-être pour l'ensemble de nos civilisations. Rien que ça. Et puis, en même temps, c'est paradigmatique de tous les problèmes qui sont nés par après. Donc, vous voyez, donc ça me semble, qui comprend ce qui s'est vraiment passé à Altamira, comprend pas mal de choses de la situation dans laquelle on se trouve à l'égard de cette discipline qu'on appelle aujourd'hui, de façon plus ou moins pertinente, qu'on appelle de façon plus ou moins pertinente préhistoire. Et j'allais faire un aparté. Si vous voulez que je m'explique plus tard sur le plus ou moins pertinent, je le ferai très, très volontiers. Alors, pour expliquer ce choc Altamira, il faut d'abord reprendre les faits.
hein, les faits, et je voudrais commencer de vous en parler, peut-être aussi ponctuellement, de les montrer avec telle ou telle illustration prise au film de Hugh Hudson. Donc, pour resituer les faits, il faut se replacer en 1879. Là, on est en Cantabrie. Je ne sais pas si vous connaissez la Cantabrie, magnifique paysage tout sur le bord de mer. C'est un peu la Bretagne de l'Espagne, hein. Même en été, si vous craignez la chaleur, vous pouvez y aller tranquillement. Bon, c'est aussi la limite de la Cantabrie. C'est très très vert, mais c'est assez beau. Et donc on est en Cantabrie, près de la grande ville de Santander, hein, si vous situez un peu, où il y a là, pas loin du village de Santina del Mar, qui est un très très beau petit village toujours existant, un peu trop touristique à mon goût, mais quand même remarquable. Un propriétaire terrien qui fait partie de ces savants éclairés de l'époque, comme on en trouve à peu près dans toute l'Europe, et qui commence à s'intéresser à ce qu'on appelle la préhistoire. Donc à ce moment-là, la préhistoire n'est pas une discipline académique. Donc ça ne s'enseigne pas dans une université, il n'y a pas d'enseignants de préhistoire d'aucune façon, mais on a des savants qui viennent de milieux différents. Tantôt ils sont avocats, des médecins, on a des curés, des instituteurs, etc. Enfin des gens curieux d'esprit et qui commencent à s'intéresser à cette jeune discipline naissante qui est vraiment née autour des années 1850, 1860 et plutôt en France. Ce qui aura une importance, vous allez voir, assez considérable pour notre affaire. Et donc, Marcelino Sanz de Saotola est propriétaire d'un terrain sur lequel se situe non loin, enfin pas sur le terrain qui est le sien, mais non loin de chez lui, il y a une grotte qui commence à être un petit peu connue des gens du coin, mais pas explorée du tout. Et lors d'un dégagement un peu hasardeux qui obstruait l'entrée, comme ça se fait assez régulièrement dans ce genre de situation, il commence à fréquenter un peu la grotte et on est à ce moment-là 4 ans avant la découverte, exactement en 1875. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, entre 75 et 79, il va à l'entrée de la grotte, regarde un peu ce qu'on peut y trouver, puis évidemment ne voit pas grand-chose, donc ça ne l'intéresse pas plus que ça. Mais ce savant, il a été formé, acquis aux idées naissantes de l'archéologie préhistorique, qui est née, je le disais à l'instant, autour des années 1850, en France, grâce à un homme qui s'appelle Jacques Boucher de Perthes. Jacques Boucher de Perthes, c'est dire le côté un peu sympathique et amusant en fait de naissance des sciences. Il est à ce moment-là directeur des douanes à Abbeville dans la Somme. C'était une époque encore à la fin du 19e siècle où il y a des douanes entre régions de France et donc Jacques Boucher de Perthes est directeur des douanes d'Abbeville et c'est un passionné d'archéologie auquel on doit devoir beaucoup parce que sa passion de l'archéologie lui fait commencer à retrouver ce qu'on appelle à ce moment-là des pierres de feu, non archaïques pour dire des pierres qu'on comprendra être taillées et non pas naturelles, taillées donc de la main de l'homme. Et ces pierres taillées, il va en quelque sorte se mettre à l'idée qu'elles peuvent être extrêmement anciennes parce que lui-même, savant qu'il est, s'est familiarisé avec les thèses les plus audacieuses de l'époque, les thèses des savants évolutionnistes en biologie. Donc on a à la fois l'héritage de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, et puis les textes qui vont marquer un tournant absolument décisif, ceux de Darwin à partir de 1859 et la publication de l'origine des espèces. Et donc en tant qu'archéologue, amateur, il n'y a que des amateurs à l'époque, Jacques Boucher de Perthes se met en tête que ces pierres taillées peuvent avoir été taillées par des très lointains ancêtres. À l'époque, on n'a aucune espèce d'idée de les datations vertigineuses auxquelles on peut être amené. Petite aparté de nouveau, aujourd'hui on sait que la plus ancienne pierre taillée, elle date quand même de 3,3 millions d'années. Et elle n'est même pas taillée par un individu genre Homo. Bon. Mais à l'époque, on est très très loin de telles découvertes qu'on appellerait aujourd'hui paléoanthropologiques. Donc, notre
Marcelino Sanz de Saotola investit les lieux pas très loin de chez lui et puis se met en quête de pierres taillées. Et il y a cette grotte d'Altamira. Et en quelque sorte, c'est parce qu'il est convaincu que l'homme puisse avoir une haute ancienneté, comme Jacques Boucher de Perthes a commencé à le mettre en évidence, que Marcelino Sanz de Saotola cherche des preuves de cette haute ancienneté chez lui en Cantabrie. Et la haute ancienneté, c'est d'abord de pouvoir attester qu'il y a des pierres dans des couches stratigraphiques profondes du sol, parce que si évidemment elles sont très profondément enterrées, c'est simplement des couches de sédiments qui se sont déposées pendant des milliers d'années qui ont fait cet enfouissement. Donc on peut retrouver des pierres à plusieurs mètres de profondeur sous terre, et si elles sont taillées, et on sait déjà reconnaître une pierre taillée de la main de l'homme d'une pierre qui a été simplement fracturée par un choc naturel, mais on a une preuve de la haute ancienneté du matériau. Et un jour de 1879, il s'aventure avec sa petite fille, qui n'a pas 8 ans, mais qui en a 7. Ah, mais ça change tout. Ça change tout, l'histoire n'est plus du tout la même du coup. Elle a 7 ans, et la petite fille de 7 ans va avoir un rôle important, parce que j'étais en train de vous dire jusqu'à présent que Marcelino Sanz de Saotola, en archéologue amateur, il cherche des pierres. Or, les pierres, on les cherche dans les couches profondes du sol. Donc, quand on cherche des pierres, on a en général plutôt la tête en bas que la tête au plafond, n'est-ce pas ? Et donc, il s'aventure dans la grotte avec, à l'époque, ils ont des lampes à acétylène, ce qui est aujourd'hui évidemment totalement prohibé quand on investit une grotte. Ça les pollue beaucoup, et c'est un milieu très fragile. Et la grotte d'Altamira, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller voir le fac-similé qui se trouve justement au musée d'Altamira. Non. Ben, si vous allez voir le fac-similé, vous verrez que la grotte, en fait, est assez peu profonde. Quand je dis assez peu profonde, elle doit faire peut-être une trentaine de mètres de profondeur. Vous voyez, ce qui est vraiment extrêmement modeste pour une grotte. En fait, c'est plus qu'un abri sous roche. C'est vraiment une grotte, parce que c'est très obscur des 5 mètres après l'entrée, mais elle est relativement facile d'accès. Et elle a un plafond qui tombe en pente assez vite. Donc, quand on est tout au fond de la grotte, on était, puisqu'elle a été décaissée après la découverte, on était guère qu'à 1 mètre du plafond. Donc ça veut dire que si le plafond, comme on va comprendre, a été orné, et il l'a été, ça veut dire que les artistes ont dû faire cette ornementation, ces peintures en position couchée, ou disons accroupie, et non pas debout. Et donc, Marcelino et sa petite fille Maria entrent dans la grotte, chacun avec leur lampe à acétylène. Marcelino reste plutôt à l'entrée, sur le porche, et puis cherche des pierres, commence à regarder. Et puis la petite, à un moment donné, elle va au fond de la grotte, et c'est pas très loin, il n'y a pas de danger, il n'y a plus d'animaux dangereux depuis très longtemps en ce milieu. Elle a une lampe, c'est bon. Et là, elle revient, en tout cas c'est l'histoire qui veut ça, un peu légendaire, qui raconte souvent cette anecdote. Elle revient vers son père en disant toros, toros, taureau, taureau. Et elle a cru voir des taureaux sur le plafond. En fait, ce qu'elle a vu... Ah oui, mais il faut éteindre. Parce que là, c'est plus rude pour vous. Hein. Alors là, pour ne pas vous décevoir sur toutes les images que vous verrez, c'est plutôt intentionnel, parce qu'elle est dans la grotte, on n'y voit vraiment rien. Mais on devine, vous voyez, avec cette petite lampe acétylène et ce petit visage qui se dessine au bout de la lampe, qu'il y a une grosse tache rouge sur le plafond. Hein, et c'est ça qu'elle commence à voir. Et puis finalement, c'est pas trop mal comme éclairage, parce que vous êtes presque dans les conditions de rencontre de l'œuvre, c'est-à-dire
on n'y voit pas grand-chose, on commence à deviner une image, et les lampes à acétylène, ben c'était pas mal pour ça, parce qu'aujourd'hui, quand on entre dans des grottes, un des griefs qu'on peut faire, c'est qu'elles sont toujours trop, pour des questions de sécurité, toujours trop illuminées. Hein. Mais si vous aviez non pas une lampe à acétylène, mais une torche ou une pierre creusée avec de la graisse animale, avec une mèche de genévrier pour faire la flamme, eh bien vous verriez très peu de choses, ça a un rayonnement assez modeste en quelque sorte. Et donc ce qu'elle voit à ce moment-là, ce sont non pas des taureaux mais des bisons. Ce sont des bisons, et ce sont des bisons dont elle ne sait pas encore qu'ils ont été peints il y a 15 000 ans. 15 000 ans, et que depuis 15 000 ans, à cause de l'effondrement du porche de la grotte, eh bien, personne n'avait revu depuis. Donc en fait, il y a les préhistoriques qui ont fait ces œuvres. À 15 000 ans, ça nous situe cette dernière période, ou quasi avant-dernière, disons, selon comment on fait le décompte, du paléolithique récent. Le paléolithique récent, c'est un âge glaciaire, hein, qui va se terminer donc à peu près vers 10 000 ans, là où commence à naître l'Holocène dans lequel on vit toujours depuis. Cette culture-là s'appelle une culture magdalénienne. Elle tient son nom du site de la Madeleine en Dordogne, qui a été un site éponyme de reconnaissance. Après, évidemment. Donc, elle appelle son père, lequel voit ces bisons. On ne sait pas encore qu'ils ont 15 000 ans, mais il comprend très vite, et c'est ça son grand génie à Marcelino Sanz di Saotola, d'avoir compris l'importance de cette découverte. Et il va, en quelque sorte, publier très vite une petite plaquette qui va s'appeler, je vous épargne le titre espagnol, mais qui va s'appeler en traduction française Brève note sur quelques objets préhistoriques de la province de Santander, dans lequel il publie le premier relevé complet du plafond. Et il le publie d'abord, évidemment, en faisant un dessin en noir et blanc. Il a ce premier relevé, et donc là vous voyez déjà, on se rend à peine compte de ce qu'on voit quand on voit un premier relevé, parce que quand on voit un premier relevé, on voit une image en 2 dimensions, alors que un des enjeux majeurs de l'art pariétal, c'est précisément de peindre ou de dessiner sur des parois. Or, des parois, ce ne sont pas des murs. Un mur est lisse, une paroi est accidentée, et les préhistoriques vont ne cesser de jouer avec les accidents naturels de la paroi. Ça sera une des choses tout à fait importantes à bien comprendre. Donc, cette découverte est publiée dès 1880, l'année suivante. Et évidemment, c'est là que tout commence, c'est là que le choc Altamira commence. Petite question, ça ne vous ennuie pas que je vous laisse dans cette semi-pénombre? Ça sera mieux, je crois, pour voir les images. Donc, ce qui aurait pu, mais ce qui aurait dû aussi être, en quelque sorte, le début d'une très très belle histoire, c'est-à-dire celle du récit d'une découverte majeure dans l'histoire de notre humanité, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit, une découverte majeure dans l'histoire de notre humanité, eh bien, ça a viré très vite pour le malheureux inventeur, Marcelino Sanz de Saotola, en début d'un cauchemar dont il ne verra pas de son vivant la fin. Alors tout semblait pourtant extrêmement bien parti, puisqu'il fait cette découverte en 1879, il comprend qu'il y a là quelque chose qu'on ne soupçonnait pas du tout jusqu'à présent. Et ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que les préhistoriques, comme on dit, sans trop savoir de qui on parle à ce moment-là, très exactement, ont été capables de produire des images d'une qualité absolument remarquable, ce qui veut dire aussi de concevoir des moyens de les réaliser, donc de sélectionner des colorants, de les transformer en coloris, de les faire éventuellement chauffer pour avoir exactement la couleur qu'on veut, d'avoir en quelque sorte la possibilité de mettre en image rien moins que ce qu'on comprend aujourd'hui comme un récit mythologique structurant de leur corps social. À l'époque, on est très loin de tout ça, mais Marcelino comprend très très bien que c'est quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu, puisqu'on ne connaissait avant cela que des œuvres dites mobilières, c'est-à-dire des gravures, par exemple, sur quelques pierres ou sur quelques supports
modestes et toujours déplaçables, des canons de Rennes gravés, des pierres gravées, des choses comme ça, vous voyez. Mais des peintures pariétales, on n'en connaissait pas. Et pas plus que de peintures rupestres. La différence, je le précise, au cas où vous ne seriez pas tout à fait familier avec la question, c'est qu'on appelle peinture pariétale les peintures qui sont réalisées sur des parois de grottes et peintures rupestres sur des sites de plein air. Donc on en découvrira par après. Il y en a un très célèbre site, très important et magnifique. Et quand vous irez à Altamira, prolongez jusqu'au Portugal, à Foz Coa par exemple, parce que puis après prolongez où vous voulez. C'est pas mal non plus les grands voyages. Ça forme la jeunesse, dit-on. Le site de Foz Coa est absolument magnifique. C'est un site d'art rupestre, lui, avec un millier de roches gravées, enfin très très profondes, magnifiques. Bref. Donc c'est ça la grande découverte, si vous voulez, c'est tout d'un coup d'avoir compris, en le voyant, que les préhistoriques avaient été capables de réaliser des prouesses qu'on dirait aujourd'hui artistiques, et sans qu'on sache à l'époque encore de quand ça datait, on comprend que c'est extrêmement ancien, et en tout cas bien avant tous les repères historiques dont on dispose, puisque à ce moment-là, évidemment, et ça va jouer un rôle important, les repères historiques dont on dispose, c'est en gros le texte de la Genèse. Et évidemment, ça va poser quelques petits problèmes. Toute la difficulté va venir pour Marcelino de faire comprendre et connaître cette découverte. Alors, il sollicite ce qui va avoir très vite un entretien à l'Université de Madrid pour exposer cette découverte aux savants, et c'est pour ça qu'il fait ce relevé en 1880. Mais comme le relevé reste un relevé modeste et qu'il ne rend pas compte, je reviens un instant en arrière, de ce qu'on devine plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la couleur, eh bien, il a l'idée de demander à un peintre français, Paul Ratier, qui à ce moment-là restaure une église à Santina del Mar, de faire une copie sur une toile, malgré tout, donc c'est pas terrible comme copie, mais enfin, au moins c'est de la polychromie, d'une toile du site. Et c'est là, je vous donne cet extrait d'image du film, où on voit donc le peintre joué par Pierre Ninet, avec la petite Maria qui prépare ses couleurs et dans la grotte essaye de le reproduire. On a comme ça quelques très belles scènes dans ce film qui sont présentes. Aujourd'hui, la toile de Pierre Ninet, elle est visible justement au musée de Santina del Mar. Et la voici. Là, vous en avez une assez bonne définition, même une très bonne définition en fait. Mais ça reste évidemment une toile en 2 dimensions, ce que le plafond d'Altamira n'est pas du tout. Mais quand même, vous avez une idée de la chose. Alors, vous voyez, il y a une biche qui, à votre gauche, va jouer un rôle tout à fait important. Et puis, une série de bisons. En fait, au total, on ne le voit pas tous ici, mais il y en a 22. Il y a aussi 2 chevaux. Et cette grande biche, à elle seule, elle doit faire 3,50 m, à peu près. Et donc les bisons sont tout à fait étonnants parce que certains sont sans tête, donc acéphales, d'autres sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et donc cette scène, elle est d'une complexité, en fait, quand on regarde l'image, et quand on a le plafond sous les yeux, c'est encore plus troublant, et une complexité telle qu'on ne peut pas du tout penser que c'est simplement quelque chose de décoratif ou que sais-je encore. Alors, la conséquence, vous voyez, est très importante parce que dire ça va faire tomber d'emblée quasiment avec cette découverte la vieille idée qui courait encore dans la seconde moitié du 19e siècle, selon laquelle les préhistoriques, quand ils gravaient des petites pierres ou des canons de Rennes, faisaient ce qu'on appelait à l'époque, je cite, de l'art pour l'art. Évidemment, ce qui n'a pas beaucoup de sens quand des œuvres comme ça sont réalisées dans des grottes profondes, dans des zones très avancées de la grotte, qui peuvent être éventuellement dangereuses en accès, qui parfois sont très lointaines, très loin du porche d'entrée. Ce n'est pas le cas d'Altamira, mais on retrouvera plus tard des gravures parfois à 800 mètres de l'entrée, vous voyez. Donc là, il faut vraiment vouloir y aller, et on ne va pas décorer une grotte dans laquelle, je le rappelle, on n'habite jamais.
Une grotte, c'est extrêmement humide. Ça peut être plus chaud que la température extérieure puisqu'on a un âge glaciaire, mais c'est très inconfortable à cause de l'humidité. C'est à peu près 100% d'humidité une grotte, hein. Et puis, évidemment, ça peut être éventuellement aussi dangereux du fait des animaux qu'on rencontre. Donc, les grottes, ce n'est pas des lieux de vie. Donc, cette découverte d'Altamira, elle fait tomber une grande partie des naïvetés de l'époque. Cet art-là, il ne produit pas un art décoratif. Seulement, Marcelino, en tentant d'exposer cela, va se confronter très vite à la réticence non seulement du milieu espagnol dans lequel il évolue, mais plus grave encore pour lui, du milieu des archéologues français. Et pour une raison simple et importante, c'est que la préhistoire, c'est d'abord une invention des années 1850-60, grâce à Boucher de Perthes et à tous ceux qui lui ont succédé, une invention véritablement française. Ce qui fait que les experts qu'on dirait aujourd'hui internationaux sont français. Et quand les Espagnols découvrent ça, s'ils veulent avoir en quelque sorte le label d'authenticité de la préhistoire, ils font appel aux experts qui se trouvent être des Français. Seulement, les Français vont être très réticents pour des raisons complexes, et c'est ce qu'on va étudier un petit peu ensemble. L'homme le plus important à l'époque dans ce milieu de la préhistoire s'appelle Émile Cartaillac, qui aura une grande notoriété encore par la suite. Émile Cartaillac ne se déplace pas lui-même, il ne pense pas que cette découverte ait un immédiat intérêt. Il envoie un autre archéologue qui est très sérieux, par ailleurs très bon, qui s'appelle Édouard Harlay. Harlay, entrant dans la grotte d'Altamira, il est confronté à quoi? Il est confronté à une peinture polychrome d'une fraîcheur qui le laisse absolument interdit. Et la peinture est si fraîche qu'elle semble avoir été, dira-t-il, comme faite d'hier. Ça va largement desservir le processus d'authentification. Comment une œuvre aussi ancienne, on ne connaît pas encore la date, on ne sait pas qu'elle a 15 000 ans, mais en aurait-elle 3-4 000, ça suffirait à annihiler toute espérance de fraîcheur. Eh bien, comment cette œuvre si fraîche a pu être conservée, si fraîche dans la peinture? D'autre part, il remarque qu'il n'y a pas de traces de suie au plafond. Et à ce moment-là, il se dit, mais cette œuvre qui est faite dans une cavité profonde, donc en zone totale d'obscurité, elle n'a pu être réalisée qu'en étant éclairée. On s'éclaire par des torches. La torche fait que la suie macule le plafond. Pourquoi n'y a-t-il pas de traces de suie? On comprendra plus tard qu'il ne s'éclairait pas par des torches, mais par des lampes à graisse animale qui ne laissent pas de traces de suie, justement. Mais ça, il ne comprend pas. Et donc, le verdict tombe. Harlay transmet son rapport à Cartaillac, et c'est un faux. L'œuvre est un faux. Alors, les raisons de cette analyse sont complexes, multiples, et c'est ça qui justement m'intéresse ici avec vous. Et je dirais que, en gros, il y a probablement trois types de raisons qui font que cette grotte ne va pas être identifiée, qu'elle va très profondément et pendant plus d'une vingtaine d'années retarder l'avancée de la science préhistorique de par le monde et pas seulement dans notre continent. Alors, la première de ces raisons, elle est un peu sotte, comme toutes les raisons qui font qu'on s'égare toujours, mais je pourrais la dire d'ordre à la fois politique et diplomatique. Politique et diplomatique, pourquoi? Parce qu'elle consiste à rappeler que si les hommes de science qui ont permis la fondation de cette discipline qu'on appelle l'archéologie préhistorique sont vraiment à la fois français, avec une aide très importante des savants naturalistes anglais, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire, qui ont vraiment beaucoup aidé à l'authentification de l'ancienneté, en quelque sorte, des humanités différentes. Donc si l'archéologie préhistorique est globalement inventée en France, les Français avaient jusqu'à présent exhumé des œuvres mobilières, et encore pas en très grand nombre. En 1879, on ne connaît pas grand-chose encore.
Et puis, mis en évidence des pierres taillées manifestant la haute ancienneté de l'homme. Ça, c'était à peu près établi. Or, cette découverte, elle a lieu non pas en France, mais en Espagne. Et quand elle a lieu, eh bien, une chose très sotte arrive, mais vraiment une petite tension politico-diplomatique, parce que, tout d'un coup, les Espagnols croient qu'il va là d'une importance qui va valoriser grandement leur nation, et les Français sont un petit peu dépités que ça ne se passe pas chez eux. De la médiocrité humaine, chapitre 4. Mais bon, c'est ainsi. Et c'est ainsi à tel point que là où les Français savants, via le rapport d'Édouard Harlay, disent c'est un faux, eh bien, les Espagnols font une telle publicité, vous voyez, nouvelle capture d'écran du film, que le roi Alphonse XIII, accompagné de plusieurs personnes de la cour, l'infante Isabelle, entre autres, eh bien, effectue une visite sur le site le 13 septembre 1881. Et 13 septembre 1881, c'est juste le début de la polémique. Les Français sont persuadés que c'est un faux. Le roi d'Espagne vient inaugurer en grande pompe la découverte de la grotte et pose, vous voyez, avec... la petite Maria devant lui, qu'il tient avec ses mains sur les épaules, avec la femme de Marcelino Sanz de Saotola d'un côté et l'inventeur de l'autre. Donc, grande photo publique, politique, diffusée dans les journaux de l'époque. Et évidemment, c'est une découverte pour l'Espagne extrêmement importante. Donc, petit conflit qui fait qu'on voit qu'il y a des tensions qui n'ont rien de scientifique, qui se mêlent à la science, qui parasitent le discours scientifique, parce que c'est des questions de nationalisme, rien d'autre, qui se mettent en évidence ici. Il y a une deuxième raison plus importante, plus conséquente dans les conflits qu'elle va faire naître, et cette deuxième raison, c'est une raison qui a des enjeux clairement idéologiques. Donc c'est un conflit, là encore, qui malheureusement vient parasiter l'avancée de la science, mais qui est assez classique dans ce genre de choses. Le conflit idéologique, il va opposer deux institutions entre elles, à savoir l'institution qu'on pourrait appeler celle des hommes de science, mais en tant qu'institution, pas en tant qu'individu, et puis celle des hommes d'église, et là encore en tant qu'institution et pas en tant qu'individu. Parce que, en fait, depuis le début de l'invention de la préhistoire, eh bien, on voit très bien que l'opposition n'a pas du tout fait se confronter des croyants et des athées, mais elle a fait se confronter dans la reconnaissance ou la non-reconnaissance de l'archéologie préhistorique et de la préhistoire des individus éclairés et des obscurantistes. Et les individus éclairés, il y en a dans les deux camps. On n'oubliera pas que, par exemple, le plus célèbre des préhistoriens français, c'est quand même l'abbé Breuil, et que je sache, il était plutôt curé, même s'il prononçait rarement de messe. Et il y en a des très nombreux comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est pas du tout une affaire de personne, c'est vraiment une affaire d'institution. Or, l'institution ecclésiastique espagnole, à la fin du 19e, elle est quand même particulièrement fermée, il faut quand même le dire, et bien insister là-dessus. Alors ça a beaucoup changé, fort heureusement, mais elle est si fermée qu'elle a encore une lecture littéraliste de la Bible. Et quand on a une lecture littéraliste de la Bible, ce qui est absolument la catastrophe qu'il faut toujours éviter, que tout le monde le sait, évidemment, ça nous fait dire des choses très dogmatiques avec laquelle la science ne peut d'aucune façon s'entendre. À l'époque, on vit toujours sur l'idée qu'un évêque irlandais avait avancé à la fin du XVIIIe siècle que la Terre était datée de 4004 ans avant la naissance du Christ. C'est très précis. C'est un petit peu faux, à quelques milliards d'années près. Mais voilà, quand on est avec l'idée que la Bible donne un récit de la création du monde à 4004 ans avant notre ère, évidemment, on ne peut pas du tout penser que des individus qu'on imagine à ce moment-là être rien d'autre que de vulgaires primates aient pu
orner de telle façon un espace comme celui d'une grotte, avec les moyens qu'on n'imagine pas du tout avoir. Donc, vous voyez, c'est ce conflit-là que notamment une scène du film, deux scènes du film mettent assez clairement en évidence. On y voit d'un côté l'évêque prêchant en chair, il est quand même très très vindicatif, et puis de l'autre côté il y a une captation avec un savant qui représente Émile Cartaillac, qui a derrière lui, vous voyez, un panneau qu'on n'oserait plus aujourd'hui proposer, tellement il est faux, et dans le schème de l'évolution des espèces qu'il représente, hein, c'est très faux, mais à l'époque, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie, qui, lui aussi, sa façon prêche en chair. Les chairs ne sont pas les mêmes, mais il y va voilà, d'un dogme qu'on veut avancer. Alors il y a quand même un côté scientifique, évidemment, chez Émile Cartaillac, avec les moyens du bord et de l'époque, qui est beaucoup plus important, mais il va se confronter à l'idéologie religieuse, très obscurantiste en l'occurrence. Et je répète que ce n'est pas une question de personne, mais d'institution, hein, parce que je sais très bien, moi en tout cas, que les abbés, beaucoup d'abbés, je parlais d'abbé Breuil, je pourrais parler d'abbé Buissonny, je pourrais parler de l'abbé Glory, etc., beaucoup d'autres ont joué une part très importante dans l'avancée des études préhistoriques. Sans oublier le très grand Teilhard de Chardin, par exemple, qui fut probablement le plus important des paléontologues français, au moins de la première moitié du XXe siècle. Et qui lui aussi a eu beaucoup à mal avec son propre institution, puisqu'il en fut simplement interdit de publication pendant toute sa vie. Ce qui ne l'a pas empêché et d'être paléontologue et d'être croyant. Bon. Il s'en débrouillait comme il pouvait, mais en tout cas, il l'a fait. Donc c'est vraiment une affaire d'institution et pas de personne. Donc la seconde raison, c'est celle-là. Vous voyez, il y a une première raison donc politico-diplomatique. Il y a une seconde raison qui est idéologique, ce qui fait que ça bloque de tous les côtés. Et il y a cette seconde raison, si vous voulez, elle a cette raison, disons idéologique, elle a une incidence très forte parce que quand on a les écrits des rapports entre les experts français et Cartaillac, et notamment quand les Français ont émis un avis négatif sur l'authenticité de cette œuvre, à partir de 1879 et dans les années 80 et 90 du 19e siècle, il s'agissait pour eux de se dire c'est très probablement un piège que nous tendent les curés espagnols. Et en fait, ils avaient quelques raisons de le penser. Donc c'est ça qui est cocasse. Hein, c'est-à-dire que c'est quelques raisons de penser parce que comme il s'agissait pour eux absolument de nier la théorie d'évolution des espèces et donc de nier la haute ancienneté de l'homme, il n'y avait rien de tel que leur tendre un bon piège pour que les naïfs scientifiques français authentifient un faux et que ensuite les théologiens espagnols leur disent « Vous voyez, bande de... ça c'est censuré, on n'a pas le droit. Vous savez tellement peu ce que vous dites que vous êtes capable d'authentifier des faux qu'on vient de réaliser. » Et donc en fait, les scientifiques français ont eu très peur de ça. Vous voyez comme quoi la science est souvent parasitée par des connexions annexes qui lui jouent de très vilains tours. Et donc les Français sont tellement prudents, mais en même temps trop prudents malheureusement, qu'ils préfèrent ne pas reconnaître un vrai plutôt qu'authentifier un faux. Et ça a été indécisif. Hein. Préférer ne pas reconnaître un vrai plutôt que d'authentifier un faux. Enfin, la troisième raison qui est tout à fait importante ici pour cette non-authentification, c'est que à l'époque, on est donc dans les années 1880, 90 encore, on a une image très pauvre, très modeste, très archaïque de ces individus très anciens dont on ne connaît pas encore la date et la profondeur et dont on ne connaît presque rien de leur culture. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on s'intéresse à la préhistoire ou plus encore à la paléanthropologie, on a non pas peu d'informations, comme on pourrait parfois le croire sous prétexte qu'il n'y a pas d'écriture, mais au contraire, on a
énormément d'informations. En fait, on a des milliers de documents, voire des millions de documents archéologiques qui nous prouvent beaucoup de choses, ce qui fait qu'on sait énormément de choses, bien que ce soit des civilisations antérieures et de beaucoup à l'invention de l'écriture, dont je vous rappelle qu'elle n'apparaît pas en Mésopotamie avant 3300, 3500 ans avant l'ère, et qu'à l'époque, elle concerne des documents essentiellement administratifs et très très peu d'individus. Donc, bon, l'écriture, c'est, j'aime à le dire, il m'est arrivé de choquer parfois des gens à qui je disais ça, mais je maintiendrai volontiers, ça me paraît un épiphénomène de l'histoire qui a réussi, et qui a occulté, et qui occulte encore beaucoup, beaucoup de ce qui est important, et qui ne relève pas de l'écriture, justement. Donc, comme on a une image très archaïque de ces hommes primitifs, on n'imagine pas du tout qu'ils puissent avoir été capables de réaliser des œuvres aussi complexes. À titre d'exemple, je vous montrerai dans un instant, de suite, cette affreuse statue que je rêve toujours de dynamiter à chaque fois que je vais aux Éziteiaques. Ne le dites pas ou je nierai que c'est moi, même si je sais que je suis enregistré à ce moment, je nierai. Je dirais qu'on m'a fait parler sous la contrainte. C'est abominable. Or, c'est abominable parce qu'elle a été réalisée en 1931. Mon ami archéologue Jean-Michel Geneste, qui se trouve depuis très longtemps vivre dans la région, avait ses grands-parents à l'époque qui habitaient les Éziteiaques, là où il y a quand même le plus grand musée de préhistoire de France. Hein. Et ils ont été contraints par le maire de l'époque à une souscription pour ériger cette horreur. C'est vraiment cet individu a l'air d'un crétin avec ses épaules remontées, son absence de cou. Enfin, et vous voyez, il est nommé l'homme primitif. Moi, je dirais, c'est celui qui dit qui y est, en l'occurrence. Mais ça l'a pas empêché de faire cette affreuse chose et puis de la laisser toujours présente là. Donc c'est une abomination. Surtout qu'elle est très en hauteur devant le musée des Hésies. Si vous connaissez le lieu, c'est le musée des Hésies bâti dans l'ancien château. Hein. Et donc, on est encore capable de faire ça en 1931, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'en 1880, les caricatures qui présentent les hommes préhistoriques les présentent couverts de poils avec des gourdins traînant leurs femmes par les cheveux, etc. Vous voyez, c'est magnifique quand c'est Buster Keaton qui le met en image, parce que lui, il a un second degré qui fait que c'est très drôle, mais sinon, c'est assez accablant comme type de représentation. Et donc, parce que cette image-là est très fortement ancrée, y compris dans la tête des grands savants, puisque ça a quand même été, même en 1931, hein, cette œuvre-là, elle est réalisée par donc Paul Dardet, qui n'est pas le premier sculpteur venu, mais elle est quand même autorisée, notamment par quelques grands paléontologues de l'époque. Bon. Donc ça fait vraiment froid dans le dos de savoir qu'on a eu de telles représentations pendant si longtemps. Et donc cette œuvre témoigne bien longtemps encore après de ce qu'étaient ces représentations de la fin du 19e. Donc comme on pense que ce sont des primates imbéciles, on n'a aucune raison de penser qu'ils peuvent avoir réalisé de telles merveilles. Puisque ce plafond, quand il sera authentifié, il sera quand même nommé, c'est ça la première fois qu'on utilisera cette expression, on l'appellera la chapelle Sixtine de la préhistoire, expression qui va ensuite perdurer, elle sera reprise pour une partie de la grotte de Lascaux, mais il faut savoir que le premier usage de cette expression, c'est pour désigner le plafond d'Altamira, parce que précisément, c'est aussi un plafond orné polychrome. Donc, ce plafond orné polychrome, eh bien, toutes ces trois raisons conjuguées, politique et diplomatique d'une part, idéologique d'autre part, culturelle et civilisationnelle, comme je voudrais le présenter maintenant, eh bien, font qu'il ne peut pas être reconnu. Et ce qui va débloquer la situation, c'est la découverte à partir du milieu du milieu des années 1890, à partir de 1895 jusqu'en 1902, en fait, la découverte de 6 grottes ornées, profondes, parfois gravées, parfois polychromes, et qui, par chance, c'est moins gentil pour les amis espagnols, mais ils ont beaucoup de très très belles grottes en Cantabrie et dans les Asturies.
par chance, vont être découvertes en France. Par chance, parce que du coup, les Français vont être contraints de dire ça, non, c'est chez nous, donc c'est bon, c'est authentifiable, c'est du sérieux. Alors, il y a comme ça 6 grottes, je vais rapidement vous les présenter. Il y a donc la grotte de la Moute, hein, vous voyez, où se tiendra en 1902, une fois l'authentification réalisée, dans le premier congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. C'est une grotte aujourd'hui fermée. Vous ne la verrez pas, mais il y a quelques belles représentations qu'on peut trouver. Il y a un très très beau bison à la Moute, il y a un très très beau blason très complexe, polychrome aussi, qu'on peut voir. Donc ça, c'est découvert en 1895. Une seconde grotte, elle aussi fermée, qui a été d'abord visitée en 89, mais vraiment reconnue en 96, qui est la grotte de Chabot en Ardèche. Celle-là aussi est fermée. Ce sont des gravures profondes qu'on y voit. Bon, celles-là, ce n'est pas les plus visibles. On a l'impression que c'est des traits où on ne voit rien, mais comme je ne vais pas m'apesantir trop, je me permets de passer vite dessus, mais c'est une grotte tout à fait importante. Les dates 89-96 au passage sont intéressantes parce qu'elles montrent une nouvelle fois qu'on ne reconnaît que ce qu'on connaît déjà. C'est précisément parce qu'on peut avoir l'idée qu'il y a des œuvres gravées, qu'elles signifient, qu'elles montrent quelque chose, qu'elles montrent des images en quelque sorte, que quand une première commence à être reconnue, on y retourne et là on voit des images. Mais au début, eh bien, on ne sait pas ce qu'on voit en fait, donc on ne voit rien. La troisième grotte, là aussi avec un grand décalage, elle fut découverte par un homme formidable, vraiment inventeur de l'archéologie au sens moderne du terme, qui est François Dallot, la grotte de Père-non-Père en Gironde. Alors celle-ci est ouverte au public. Je vous invite vraiment à y aller, c'est pas très loin d'ici, la Gironde, de Poitiers, on mettrait 2 heures, 2 heures et demie. Il faut toujours réserver quand on visite des grottes comme ça, parce qu'elles sont ouvertes à un public toujours restreint, mais enfin, vous trouverez ça sur Internet facilement, l'accès. C'est une grotte magnifique, avec une gravure profonde. Vous voyez, ici, vous avez ce cheval très célèbre au col retourné. L'inventeur François Dallot l'a nommé, c'est aussi significatif de la culture de l'époque, Agnus Dei. Mais vous voyez, c'est tellement une sorte de découverte miraculeuse qu'il a la culture de son temps et il la nomme avec le vocabulaire de son temps. Donc celle-ci se visite. Une autre grotte qui ne se visite plus du tout, et le panneau a été très abîmé, c'est la grotte de Marsoulas, en Haute-Garonne, mais ce panneau vraiment absolument exceptionnel, il a été reconstitué au parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Donc si vous allez comme ça dans le grand sud-ouest, vous pourrez y avoir accès. Et vous voyez, il y a au centre de l'image un bison fait de points. Hein. Il y a à peu près 500 points qui composent le bison. Ils sont faits avec des pousses trempées dans du dioxyde de fer. Et donc là vraiment on voit la qualité et l'intention de signification, hein, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis également, je voudrais vous montrer encore 2 autres grottes qui vont être découvertes l'une à la suite de l'autre en 1901. La première, c'est une des grottes les plus belles qu'on trouve en France, qui elle aussi se visite toujours, c'est la grotte des Combarelles en Dordogne. J'insiste sur ces grottes-là parce que quand on s'intéresse à ces questions, qu'on les découvre, c'est toujours bien d'aller voir des grottes. On pense souvent aux facsimilés parce qu'on pense que c'est les seuls accessibles. Alors on a la chance d'en avoir plusieurs maintenant, 3 en France, c'est pas rien. Lascaux, il y a même 2 versions de Lascaux, Cosquer, et puis évidemment la grotte Chauvet. Mais sachez quand même qu'il y a au moins rien qu'en France, une dizaine de grottes originales qui se visitent, et celles-ci, allez les voir avant qu'on ne puisse plus du tout les visiter, parce qu'il n'est pas du tout sûr que ça dure encore quelques décennies. Donc, c'est bien de savoir et bien de les voir. Il y en a aussi une vingtaine de grottes ornées en Cantabrie et dans les Asturies. Et quand on se fait un petit tour comme ça d'une espace franco-cantabrique avec des grottes ornées, on passe quand même un très
très beau moment. Alors, il se peut que vous ayez un peu de temps libre, parfois. Il y a des avantages à certaines choses. Et donc, n'y allez pas en juillet-août, parce que là, c'est des très mauvaises conditions de visite, il y a beaucoup trop de monde. Mais mis à part juillet-août, tout le reste de l'année, quand c'est ouvert, c'est parfait. Donc, vous voyez, une fois, alors, il reste une dernière grotte qui a été découverte, celle-là, c'est du 8 septembre. La dernière a été découverte le 12 septembre par les mêmes groupes d'individus. Dedans, il y avait un certain Henri Breuil, vous voyez, qui est un des inventeurs du site. Et ça, c'est une grotte polychrome, et elle se visite toujours. La grotte de Font-de-Gaume, qui est à 1,2 km des Combarelles. Donc, quand on est aux Aisies, on fait un magnifique passage, donc les Combarelles, Font-de-Gaume. Allez voir l'abri du Cap Blanc aussi, qui est un abri magnifique, extraordinairement riche. Et puis évidemment le grand musée des Aisies de Teillac, le plus grand musée de préhistoire de France. Bref, ces 6 grottes qui ont été découvertes en un laps de temps assez court, sur à peu près 6 ans, ont changé complètement la donne, puisque face à de telles découvertes, il fallait maintenant se rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'était que la grotte d'Altemira était une grotte authentique. Alors, ça a tout changé, évidemment, cette authenticité. Dans le film dont je vous parlais de Hugh Hudson, il y a quelques scènes, évidemment, un peu pathétiques. Enfin, c'est un film, il faut que le pathos s'en mêle un petit peu, où on voit, c'est un moment historique, qui est vrai ou qui est authentique, où le jeune abbé Breuil et Émile Cartaillac viennent en 1902 rendre visite à, non pas Marcelino Sanz de Saotola, qui est mort en 1885 et qui n'a jamais connu sa réhabilitation. Donc, ils viennent rendre visite à sa veuve et à sa fille. Vous voyez, donc là, on a une scène où on reconnaît qui est qui, l'abbé et Cartaillac. Et puis, il y a une autre scène du film où il le filme de façon encore un peu plus pathétique, se recueillant sur en hommage sur la tombe de Marcelino Sanz de Saotola. Bon, évidemment, de façon posthume. Et ainsi qu'une très belle scène que je vous montre, parce qu'elle est tout à fait émouvante. Dans le film, elle est très émouvante et assez juste, en fait, par rapport aux connaissances historiques dont on dispose, qui est le moment où, accompagné de Maria, qui a un petit peu grandi, évidemment, il découvre pour la première fois le plafond de la grotte. Parce que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que Cartaillac, Breuil un peu moins, mais Cartaillac a joué un rôle vraiment très décisif pour nier l'authenticité, n'a jamais vu la grotte avant 1902. Donc quand même, il a passé plus d'une 20 ans à nier l'existence. Et alors, je ne sais pas si, j'espère qu'on voit un peu bien. Oui, c'est pas trop mal ça, parce qu'en fait, il faut... voyez le film, il existe maintenant en DVD. Pendant longtemps, le DVD était ou en anglais ou en espagnol. Donc il valait mieux prendre espagnol que anglais sous-titré espagnol, parce que c'est quand même assez moche. Mais je crois qu'il y en a une version française maintenant qui est disponible. Mais même si vous ne connaissez pas l'espagnol, de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est une belle langue et on a plaisir à l'entendre, et les images sont magnifiques. Et donc dans le film, évidemment, c'est un peu plus éclairé. On voit très bien l'émotion de Cartaillac, qui était un féru, passionné, amoureux absolu de la préhistoire. Donc c'était un choc extrême pour lui. Et il a fait une très belle chose, c'est-à-dire qu'en 1902, quand il comprend qu'il s'est vraiment trompé, il publie dans la plus grande revue de l'époque, consacrée à ces questions du moins, qui s'appelle L'Anthropologie, un texte qui est resté très très célèbre, qui s'appelle Mea culpa d'un sceptique. Le Mea culpa d'un sceptique. Et alors c'est une date très importante, 1902, pour les préhistoriens, parce que ça signifie l'authentification de l'art pariétal. À partir de ce moment-là, l'art pariétal fait partie des objets d'étude des préhistoriens, puisque c'est ce moment-là, le moment de la reconnaissance. Alors je voudrais vous lire une partie de son texte. En fait, c'est la conclusion. Voici ce qu'il écrit. Il ressort de tout ce qu'ils ont observé que nous n'avons plus aucune raison de suspecter l'antiquité des peintures d'Altamira. L'intégralité de conservation des teintes,
l'absence sur beaucoup de parties de tout vernis stalagmitique, la perfection des œuvres, leur importance, les procédés d'exécution, l'originalité des silhouettes, l'absence de toute trace de noir de fumée, enfin et surtout cette obscurité profonde contre laquelle il semblait que seuls pouvaient lutter les luminaires modernes, tout est réuni en Dordogne pour justifier les monuments d'Altamira et en fixer la date. Il faut s'incliner devant la réalité d'un fait et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable à Monsieur de Sotuola. Nous sommes aujourd'hui plus habitués aux surprises dans le domaine de notre archéologie préhistorique. Notre jeunesse croyait tout savoir, mais les découvertes de messieurs Dallot, Rivière, Capitan et Breuil, et surtout les admirables fouilles et collections artistiques de monsieur Piette, nous montrent que notre science, comme les autres, écrit une histoire qui ne sera jamais terminée, mais dont l'intérêt augmente sans cesse. Alors les noms qu'il a mentionnés dans ce beau passage, assez émouvant quand même, parce que bon, il était contraint d'écrire quelque chose comme ça, peut-être pas à ce point de s'excuser, mais il a su le faire quand même. Donc quand il évoque les noms de François Dallot, Émile Rivière, Louis Capitan, Henri Breuil et quelques autres, eh bien c'est précisément le nom des inventeurs des grottes que je vous ai montré, qui ont été découvertes entre 1995 et 1901. Hein. Et donc, vous voyez, c'est tout ce panel de scientifiques français qui ont joué un rôle tout à fait important. Et quand il évoque le nom de, par exemple, Édouard Piette, eh bien, il faut voir une de ces découvertes qui va être découverte très tardivement. C'est simplement en 1897 qu'on a cette merveille qui est exhumée dans la grotte du Pape à Brassampouille, dans les Landes. Et alors, c'est une œuvre magnifique. Elle fait 3,2 cm de haut, quand même, cette petite tête. Hein. Et elle a à peu près, aujourd'hui, on sait la dire, à peu près 29 000 ans. Donc c'est fait en ivoire de mammouth. Donc vous voyez, on a en fait affaire à une culture d'une complexité, d'une richesse qui était complètement insoupçonnable en 1879, mais qui va exploser à partir de la fin du 19e siècle et puis du tout début du 20e. Voilà. Alors, c'est là ce qui fait que en 1902, Cartaillac et Breuil se lancent dans la première monographie d'Altamira. Et donc, ils passent une année sur site à faire des relevés, à produire un livre qui est tout à fait remarquable, qu'on ne trouve plus guère qu'aujourd'hui que sur Internet, mais on le trouve intégralement sur Internet. Hein. C'est tout à fait admirable. Ça s'appelle « Les peintures préhistoriques de la grotte d'Altamira à Santillana en Espagne ». Et c'est un texte qui a été d'ailleurs financé par un des plus grands mécènes de la préhistoire, qui était Albert Ier de Monaco, qui était un passionné de préhistoire, autant d'ailleurs que d'océanographie. Il est connu dans son mécénat souvent pour le centre d'océanographie qu'il a fondé, qu'il a subventionné et fondé. Mais en fait, pour la préhistoire, c'est tout à fait important. Et à la fin de leur monographie, et c'est ça qui m'intéresse maintenant, Cartaillac et Breuil, qui co-signent donc la première monographie qui simplement s'appelle Altamira, écrivent ceci. En résumé, les gravures et les peintures de la grotte d'Altamira appartiennent à une époque exactement déterminée qu'il faut placer au commencement du bel âge du règne proprement dit. Ce sont des œuvres d'art paléolithique. Les faits observés à Altamira montrent, plus complètement que partout ailleurs, l'importance qu'avaient ces images dans les préoccupations de la vie sociale des primitifs qui les ont exécutées. Il laisse soupçonner l'existence dans une grande partie de notre Occident des mêmes croyances, des rites, des mêmes pratiques superstitieuses. Ils affirment l'unité de la population. Et donc cette compréhension est décisive parce que ça veut dire qu'en parlant
d'unité, de mythe, de rite, eh bien, très vite, on va définitivement sortir de la naïveté selon laquelle cela aurait pu être un art simplement décoratif. Et ça va vraiment lancer de façon définitive en France, mais pas seulement en France. Maintenant, la préhistoire est un art vraiment mondialisé. On retrouve de l'art pariétal et rupestre à peu près sur tous les continents. Hein. C'est tout à fait important et considérable aujourd'hui. Ça va lancer l'idée que donc cet art, il est lié à une symbolique qu'on ne sait toujours pas très clairement exposer. Il y a beaucoup d'interprétations, on pourra y revenir si vous voulez dans le moment d'échange qu'on va avoir, mais peu importe à la limite des interprétations qui sont nées de là, ce qui est intéressant, et c'est un premier point que je voudrais souligner avant un second, puis après je nous laisserai un temps d'échange, j'espère. Premier point que je voudrais donc commencer à souligner, c'est que cette reconnaissance de l'art nous met en évidence le fait qu'il s'agit d'un art symbolique relatant des mythes ancestraux. Autrement dit, ces populations ont gravé, peint, parfois sculpté sur le mur de leur paroisse, sur les plafonds de leurs cavernes, parfois sur des sites de plein air, parfois sur des plaquettes gravées, parfois sur des canons de rennes, des récits mythologiques. Et à aucun moment, simplement, ils n'ont illustré, pour passer le temps, des scènes de la vie quotidienne, d'ailleurs, parce que leur art n'a aucun rapport avec la quotidienneté. Et ce n'est même pas, ça on le sait aujourd'hui de façon absolument certaine, ce n'est même pas un art de la chasse, ni un art propitiatoire de la chasse, comme si par magie, vous voyez, il s'agissait de peindre des scènes de chasse pour capturer magiquement l'esprit de l'animal et se le rendre plus facile d'accès. Ça, on le sait de façon certaine depuis la découverte en 1940 de la grotte de Lascaux, parce que précisément à Lascaux, il y a rien moins que 1963 graphismes, dont un peu plus de 960 figurations. Et sur ces 960 figurations, dont plus de 660 sont très clairement identifiables, on a un seul renne, et encore est-il gravé dans une paroi très difficile d'accès tout au fond de la grotte, qui s'appelle la Galerie des Félins. Or, les archéologues savent aussi depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, que, grâce aux fouilles archéologiques faites sur site, que les hommes préhistoriques consommaient essentiellement du renne. Or, si à Lascaux, il y a un seul renne qui est gravé sur plus de 960 figurations animales, ça veut dire que c'est vraiment pas un art propitiatoire de la chasse. Vous voyez, ça c'est une preuve tout à fait majeure. Donc on ne sait pas très bien de quoi l'art est l'art, de quoi le symbole est le symbole, mais on sait que c'est un art rituel symbolique et qui a structuré l'espace social des Paléolithiques sur une très très longue durée, puisque cet art, il a quand même duré en Europe, et simplement en Europe, 28 000 ans. Alors 28 000 ans, quand j'explique ça à mes étudiants, parce que je m'honore de refaire tous les ans en cours de philosophie, au moins un cours sur la philosophie de l'art paléolithique, tellement je juge cela absolument essentiel à comprendre. 28 000 ans, évidemment, les distances sont tellement abyssales qu'à un moment donné, il est bien légitime de perdre pied sur ces distances-là. Hein. Et donc, je leur rappelle que on est censé être en 2024, et donc 28 000 ans, c'est à peu près 12 fois notre seule temporalité historique. Et que ceci, c'est simplement la temporalité de la naissance de l'art figuratif en Occident. En Indonésie, on a maintenant des datations encore plus extravagantes, puisque depuis 2 ans, on sait que la plus vieille datation, elle a au moins 50 000 ans. Et elle est figurative. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dernier point sur lequel je voudrais insister par rapport à cette image que nous a fait voir Sanz de Saotola, et c'est chose merveilleuse, parce que c'est ce que j'ai pu appeler dans un ouvrage il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, la première image, non pas parce que c'est la plus ancienne, mais parce que c'est la première image qui a montré l'art paléolithique. Et la première image a été un relevé, justement, qui nous a montré une image susceptible de faire voir toutes les autres images bien, bien plus anciennes. Or, quand Cartaillac et Breuil écrivaient leur
monographie sur Altamira, donc la première qui est apparue en 1902, ils avaient conclu leur travail. Les tout derniers mots ne sont pas donc ceux que j'ai cités juste à l'instant, mais ceux que je vais vous dire maintenant, par une sorte de promesse de recherche. Et il me semble que cette promesse, eh bien, nous ne l'avons pas encore collectivement tenue. Et c'est pour ça, en fait, que je m'intéresse à l'art pariétal. Vous allez comprendre. Je cite ces derniers mots de cette magnifique monographie qui s'appelle Altamira. Notre page d'archéologie préhistorique et locale s'est transformée en une vue mondiale. L'intérêt du sujet s'impose à tous les ethnographes. Il n'échappera ni aux philosophes, ni aux artistes, car des profondeurs de nos cavernes ornées sort vraiment un chapitre de l'histoire de l'esprit humain. Alors il me semble que, malgré l'enthousiasme de Cartaillac et Breuil lorsqu'ils écrivent ces très beaux mots conclusifs, l'intérêt a encore massivement échappé aux philosophes, aux artistes et même à ceux qu'il appelle en grande partie des ethnographes. Parce qu'évidemment, le mot ethnographe qui n'est plus utilisé aujourd'hui, si on pense par exemple qu'il englobe les préhistoriens, ben, évidemment c'est devenu leur métier, mais si on pense qu'il englobe les ethnologues, on s'aperçoit très vite qu'il y a très très peu d'échanges scientifiques entre les ethnologues d'une part et les préhistoriens d'autre part. Les ethnologues s'intéressent aux populations qu'on appelle subactuelles, donc populations contemporaines sur d'autres continents, mais pas du tout les populations d'une très très grande ancienneté. Les artistes régulièrement remotivent leur art. Picasso fut l'un d'eux dès 1900 en convoquant quelques motifs nommés préhistoriques. Mais j'ai tendance à penser que tout ceci, si agréable soit-il, ne change pas tellement la donne, parce que le travail d'un artiste, c'est simplement toujours d'échapper à l'académisme qui le menace dans son art, et il a toujours besoin de se ressourcer. Et donc Picasso, comme d'autres, Cézanne aussi, ont pioché au début du XXe siècle dans l'art dit préhistorique, comme ils ont pioché dans l'art qu'on appelait à l'époque l'art nègre. Voilà, ils ont renouvelé leurs inspirations esthétiques en plongeant dans d'autres ressources. Et alors, qu'est-ce que ça a produit, sinon quelques nouveaux dessins? Admirables, certes, mais rien d'autre. Quant aux philosophes, et je suis assez bien placé pour le savoir, hélas, dirais-je, eh bien, cette discipline nouvelle n'a sur eux aucune espèce d'incidence jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas seulement les philosophes qui sont en cause, mais toutes les disciplines qui sont nées avec la philosophie, c'est-à-dire dans les sciences de l'Antiquité. Parce que comme tous nos points de repère, que j'appellerais volontiers civilisationnels, si vous voulez, nous rapportent à ce qu'on appelle l'Antiquité, pour des raisons qui sont à la fois judéo-chrétiennes et scientifiques, les deux conjugués et superposés, eh bien tous nos points de repère nous rapportent toujours à l'Antiquité. Et nous peinons collectivement, et c'est une vraie difficulté, à comprendre qu'il ait pu avoir des civilisations qui, au contraire, ont nourri l'Antiquité d'un savoir bien antérieur, sans lesquelles elle ne serait pas possible. Alors, je conclurai juste là-dessus, pour vous donner l'exemple de la discipline que je connais le moins mal, à savoir la philosophie. La philosophie, c'est une science très récente quand on s'intéresse à la préhistoire. Quand on s'intéresse par la préhistoire, on pense qu'elle est ancienne, puisqu'elle a à peu près 2500 ans. Mais vous voyez, c'est un problème de critères et de repères historiques. 2500 ans, c'est l'invention en Grèce de la philosophie, en même temps de l'historiographie, de ce qui deviendra la musicologie. C'est aussi dans le même bassin méditerranéen la mise en place des premières formes de monothéisme. Bon. En sorte que nous pensons que c'est antique, donc ancien, mais quand on s'intéresse à la préhistoire et à l'archéologie préhistorique, cette antiquité-là, par exemple la naissance de la philosophie en moins 500 avant notre ère, ça correspond très exactement à ce que les préhistoriens nomment la fin du second âge du fer. Et comment penser la fin du second âge du fer sans penser
la fin du processus de néolithisation, lequel n'a pu avoir lieu que précisément parce qu'il a mis un terme définitif aux âges paléolithiques. Donc en fait, tout l'essentiel de mon travail, c'est ça qui m'intéresse quand je m'intéresse à la préhistoire, ne pas sortir de mon travail de philosophe, c'est de penser que l'Antiquité, ce n'est pas comme on le pense habituellement ancien, c'est en fait tardif. L'Antiquité est tardive, et c'est la préhistoire qui nous l'apprend, ce qui veut dire que ma conception de la philosophie consiste maintenant à penser que c'est une discipline qui a en fait entériné une question qui était devenue majeure à la fin des âges des métaux, c'est la question du statut de l'humain. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que, je ne l'ai pas dit, mais le meilleur était pour la fin, que tout cet art paléolithique, en fait, ne montre jamais d'humain. Il est toujours constitué d'un bestiaire. Il montre de l'humain, je le sais bien aussi comme vous, à la marge, mais rien d'autre qu'à la marge. Les statistiques sont très claires. Sur l'intégralité des graphismes, il y a 50% de figuratifs dans la totalité de l'art paléolithique. Et sur ces 50% de figuratifs, 90% est constitué d'un bestiaire, lequel est très symboliquement constitué parce qu'il n'y a guère qu'une quinzaine d'individus qui constituent le bestiaire. Et sur les 10% restants des 50% de figuratifs, eh bien, l'humain n'est présent que de façon ou métonymique, des mains, des sexes, des mains le plus souvent négatives, des sexes le plus souvent féminins, ou quelques formes allusives d'humains qui sont traités graphiquement de façon extrêmement pauvre. L'art qui a mis en évidence pour la première fois l'importance de l'humain, c'est la période néolithique. Nous sommes les héritiers de cette période-là, et non pas d'Altamira. Voilà. Merci. Et les traits. On trouve des traits. Alors, on trouve plus que des traits. Oui. Non, mais on trouve des signes comme ça. On trouve 50% de signes. Oui, oui. Donc c'est tout à fait important, 50% de signes. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est ça votre question? Oui. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais malheureusement, non seulement je suis sûr de ne pas le savoir, mais je suis sûr aussi qu'aucun préhistorien n'a aucune chose très convaincante aujourd'hui à en dire. Le roi Gourand avait suggéré, donc dans les années 60, une interprétation qui est aujourd'hui totalement abandonnée à juste titre. Il avait suggéré que l'art paléolithique était essentiellement conçu comme une cosmogonie sexuée, en sorte que il avait repéré, par une analyse structurale qui, elle, est toujours intéressante et toujours savamment convoquée, que les figurations dans des grottes ne sont jamais placées au hasard. Et surtout, elles donnent lieu à des associations de couples. C'est-à-dire que, par exemple, il avait remarqué le couple célèbre cheval-bison. Un bison n'est jamais trop loin d'un cheval et inversement. Et il avait eu l'idée, ça c'est... Autant la première partie de l'analyse est intéressante, de repérer la topographie des images dans une grotte, c'est ça l'analyse structurale, autant après ça a donné lieu à des interprétations évidemment un peu plus saugrenues, en interprétant ça de façon sexuée. Et donc il attribuait une valeur mâle à un animal, une valeur femelle à une autre. D'ailleurs c'est amusant parce que une de ses doctorantes, Annette Lamignon-Empereur, à laquelle il a un peu emprunté la chose sans trop le dire, avait une interprétation similaire mais inversée. C'est-à-dire là où le cheval de Merleau-Ponty était masculin, il était féminin systématiquement pour Annette Lamignon-Empereur. Bon. Et donc, généralisant cette dimension-là, il avait interprété les signes, j'y viens, d'une façon sexuée. Alors, il avait, en forçant fort le trait, en faisant une typologie des traits, dit que tout ce qui était de l'ordre du bâtonnet était évidemment mâle, et tout ce qui était
de l'ordre du rond ou de l'ovule, eh bien, évidemment, était femelle. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Donc, interprétant les choses de la sorte, il en avait déduit une théorie générale d'interprétation de la sexuation des représentations. Cette thèse a été depuis très légitimement abandonnée. En général, on retient de Leroi-Gourhan l'idée forte simplement, mais c'est très important, de la ligne structurale. Donc les traits, c'est essentiel à comprendre, parce que je le répète, sur tous les graphismes dont on dispose, il y a actuellement, dans l'espace franco-cantabrique, enfin dans l'espace européen, pardon, il y a 452 grottes connues à ce jour. Très très peu sont ouvertes, hein, mais il y a quand même 452 grottes. Il y a plusieurs milliers de figurations. Et donc, sur tous ces graphismes, on a en fait à peu près 50% de signes et 50% de figurations. Donc les signes sont très importants. Certains chercheurs, notamment un Italien qui s'appelle Emanuele Anatti, avaient suggéré, ce à quoi je ne crois d'aucune façon d'ailleurs, l'idée que ça puisse relever d'un langage. Et il est un peu obnubilé par cette idée-là, en sorte qu'il interprète volontiers ces signes comme un proto-langage. Alors, je trouve ça complètement égarant, pour une raison assez simple, c'est que, en fait, ça revient à confondre un signe et une symbolisation. Et pour qu'il y ait langage, ou même proto-langage, c'est-à-dire apparition prochaine de l'écriture, il y a une condition sine qua non qui est requise à chaque fois, c'est la linéarisation des signes. Toutes les écritures sont linéarisées, qu'elles soient de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. La linéarisation est toujours fondamentale. Il n'y a aucun équivalent dans l'art paléolithique. Et donc, ça revient un peu à confondre signe, et non pas symbolisation, pardon, mais signalétique, parce que c'est pour moi comme si vous disiez qu'un feu tricolore est un proto-langage. Non, il adresse de l'information elle est codée, vous l'avez décodée, vous avez le code, vous le comprenez quand vous le voyez, ça ne fait pas pour autant du feu tricolore un langage, et c'est sûrement pas une proto-écriture. Donc il n'y a pas d'écriture avant l'écriture, ça c'est vraiment, les linguistes sont obsédés par ça, parce qu'ils veulent de façon générative en quelque sorte trouver l'explication, mais ça me semble une mauvaise façon d'interpréter les choses, d'autant que chez Anatti, comme d'ailleurs Leroi-Gourhan avait un peu donné le pli déjà, ça aboutit toujours à l'idée que les figurations elles-mêmes sont un langage. Et ça vraiment... j'appelle ça, c'est le premier livre sur ces questions que j'ai fait paraître en 2017, je distinguais signe et forme, et ça me semble un cas d'école de la confusion entre un signe et une forme. Autrement dit, un signe signifie, même si je ne sais pas ce qu'il signifie, il signifie quelque chose. Donc je suis bien d'accord que les signes paléolithiques signifient. Mais je ne peux pas dire ce qu'ils signifient, parce que le code est perdu. Voilà, on peut le dire comme ça. En revanche, la forme, elle a une puissance graphique qui permet de l'interpréter, et de l'interpréter très bien. Parce que quand je remarque, par exemple, que les représentations des paléolithiques sont à 90% constituées d'un bestiaire, eh bien, je constate quelque chose que je ne retrouve absolument pas dans aucune représentation des néolithiques. Où là, en gros, on va voir apparaître la figure humaine dans ses activités. C'est-à-dire, c'est pas seulement comme, par exemple, certains d'entre vous connaissent probablement les pierres gravées de la Marche qu'on peut voir aussi, pour quelques-unes d'entre elles, au musée Sainte-Croix. Vous verriez, elles sont datées à peu près du 15e millénaire, presque exactement de 14 300 avant le présent. Le présent, pour un archéologue, c'est 1950, hein, mais ça ne change pas grand-chose au final. Quand on voit ces pierres gravées, il y a maintenant, on est presque à 3000 pierres découvertes. On a à peu près 120 représentations qui figurent de l'humain. C'est très troublant parce que certaines représentations de la Marche sont comme des petits portraits, tellement ils semblent être exacts. Hein. Donc on est vraiment perturbé quand on voit ça. Mais c'est un cas... Alors, deux choses. C'est un cas, d'une part, très très singulier. C'est presque un apax, les pierres gravées de la Marche. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il y a des figurations en statuaire, mais des gravures comme ça, il y en a quelques autres en Espagne, le Parpallo, bon, voilà. Mais très 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 peu. Et c'est à la Marche qu'il y en a la plus grande concentration. Mais ce que vous voyez à la Marche,
c'est autre chose que vous voyez au néolithique plus tard. Parce qu'au néolithique, c'est pas seulement que vous allez voir des figurations humaines, qui d'ailleurs sont traitées graphiquement comme les figurations animales, ou je veux le dire à l'inverse, où les figurations animales sont traitées aussi pauvrement et aussi schématiquement que les figurations humaines des paléolithiques, mais ce que vous allez voir au néolithique, ce sont surtout des activités humaines. Par exemple, voyez les scènes qu'on connaît très bien au Levant espagnol, sur toute la côte du nord de Barcelone au sud de Valence. Il y a à peu près 1 millier de sites. Il y a près de 3000 représentations. Vous voyez des scènes de chasse explicites. Vous voyez des scènes de pâturage, vous voyez des scènes de semis, vous voyez des scènes de récolte de miel qui est tout à fait fantastique, avec des bonshommes qui grimpent sur une échelle végétale, qui vont on voit des dessins d'abeilles qui tournent autour, donc on suppose que voilà, c'est vraiment une récolte de miel. Des scènes d'archers sont très abondantes, donc en clair vous voyez de l'activité humaine pour le pire et le meilleur. Ça date à peu près du 6e millénaire. Vous voyez, donc c'est vraiment très très tardif. Et les scènes équivalentes, on les retrouver au Sahara central, sur le plateau du Messac ou du Fessan, donc entre le sud-est de la Libye actuelle et le sud-ouest de l'Algérie. Et là, vous avez des scènes à peu près équivalentes, des scènes de pâturage, des scènes de chasse, etc. Et une des scènes que je prends souvent en exemple avec mes étudiants, parce que je la trouve absolument exemplaire et admirable, c'est qu'il y a sur le plateau du Fessan la plus ancienne scène de traite qui est aujourd'hui connue. Une gravure très profonde, visible à l'œil nu, sans aucune espèce d'effort, assez grande, qui doit faire 3 mètres de long, et qui représente une vache en profil gauche avec un homme une vache en profil droit avec un homme en profil gauche qui est en train de traire la vache. Et quand vous voyez cette vache se faire traire, vous ne voyez pas un homme, vous ne voyez pas une vache, vous voyez une scène de traite, c'est-à-dire une activité humaine. Et vous voyez, les pierres gravées de la marche, on voit bien des bonshommes, mais il n'y a aucune interaction avec l'animal à la marche. Aucune. Et dans tout le paléolithique, il n'y en a aucune. Et comme il n'y en a aucune sur 28 000 ans, vous avez un scoop, là. Quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose, et ce qui s'est passé, ça arrive une fois le processus de nautisation advenu. Donc c'est vraiment à partir du néolithique que tout change, et pas avant. Donc voilà. Pardon pour la réponse un peu longue. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué en face à face. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué en face à face que vous n'aviez aucune concurrence avec les archéologues. D'accord, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ce qui a fait que vous, philosophe à l'origine, si j'ai bien compris, ayez viré un petit peu du côté... Enfin, c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi simple que ça. Non, mais j'entends... parce que vous êtes le seul, vous m'avez dit, que vous étiez un petit peu particulier. Disons qu'on n'est pas pléthore, ça c'est sûr. Et que si on avait les comptés, je pense que les doigts d'une seule main suffiraient largement. J'en tire aucune gloriole parce que je préférerais qu'on soit extrêmement nombreux et que ça soit un objet d'étude majeur. Ce qui a motivé mon propos quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années à m'intéresser à ces questions, c'est le constat un peu attristé, je dois dire, que autant la philosophie s'intéresse à toute chose et c'est comme sa marque de fabrique, parce que vous trouvez de la philosophie à peu près de tout aujourd'hui, des sciences, de la politique, de l'art, et c'est bien légitime cet intérêt, ça fait partie de la richesse de la discipline, mais étonnamment, il n'y a pas de philosophie de la préhistoire. Alors je m'efforce d'y travailler, mais ça ne peut pas dépendre d'une personne, de toute façon, je n'ai aucune espèce de naïveté là-dessus, ça peut dépendre d'un courant qui naît, de recherches qui s'accumulent, etc. Et ce qui m'a justement donné envie d'y travailler, c'est qu'il n'y avait pas de philosophie de la préhistoire, et j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Donc le travail, ça a consisté d'abord à me dire qu'il fallait que je me tourne vers les travaux des préhistoriens, que j'apprenne d'eux, parce qu'en fait, en l'occurrence, ce n'est pas eux qui ont quelque chose à envier aux philosophes, c'est plutôt exactement l'inverse. Depuis que je connais bien les milieux de la préhistoire, je m'aperçois qu'ils sont très savants, ils produisent une excellente épistémologie, ils n'ont absolument pas besoin d'un philosophe pour venir les embêter. Et quand ils m'accueillent maintenant dans leur grotte, y compris
très fermée, et j'en ai visité, j'ai eu la chance très très belle et très importante. Je sais que, comme je ne suis pas un savant technicien, en quelque sorte, non seulement je leur sers à rien, mais parfois je leur fais perdre un peu de temps. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le préhistorien, c'est le nom du type vraiment, ou de la femme, très remarquable, qui a su en fait s'entourer d'autres compétences que la sienne. Donc la préhistorienne qui, par exemple, a une responsabilité d'une grotte à l'étude, elle va s'entourer d'une équipe faite de physiciens, de chimistes, de géologues, de paléonologues, ceux qui étudient les restes fossiles des pollens, etc. Et donc dispatchent leur savoir technoscientifique avec des instruments de mesure qui sont de la technoscience. Or, oui, il y a un paradoxe étonnant parce que les préhistoriens, ils sont persuadés quand on parle avec eux, et ils ont raison, de dire que leur objet d'étude majeur, c'est en fait la science de l'évolution des hominines. Donc, ils veulent toujours avoir l'humain en ligne d'horizon. Sauf que les procédés technoscientifiques qu'ils utilisent font que les gens qui travaillent en sciences dites humaines ne sont pas à même de les maîtriser et donc n'y comprennent rien. Donc, en gros, vous amenez quelqu'un qui fait des sciences humaines sur un terrain de préhistorien, non seulement il est inutile, mais il est un petit peu encombrant. Parce que les grottes qui sont fermées et objets d'étude, elles sont visitables à peu près 6 ou 7 semaines par an, et pas plus. Et donc il y a des missions scientifiques qui sont très encadrées par le ministère de la Culture, et toute personne qui entre donne son nom, etc. On sait à quelle heure il rentre, à quelle heure il en sort, etc. Donc c'est très très encadré. Puis il y a des questions de sécurité, parce que les taux de carbone qui peuvent être élevés dans des grottes profondes. Donc en gros, quand vous perdez une demi-journée à accueillir un hurluberlu comme moi, c'est une demi-journée de travail en moins pour un scientifique. Voyez. Donc il faut vraiment qu'il soit convaincu de l'intérêt qu'il y a à travailler avec quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ces questions, mais qui, avec un autre regard, peut-être peut apporter des petites choses. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'ils m'apportent beaucoup plus que je ne leur apporte. Parce que, en fait, moi, j'ai besoin des données issues de l'archéologie préhistorique pour comprendre comment, tardivement, à partir du processus de néolithisation, l'Antiquité tardive s'est instaurée. On me dit, moi, mon travail de philosophe, c'est pour ça que je comprends que mon travail puisse être un petit peu étonnant, mais je ne suis pas sorti de la philosophie. Et ce que je veux faire, c'est juste comprendre non pas la philosophie telle qu'elle est devenue depuis son acte de naissance, ce que font à peu près tous mes collègues, depuis à peu près toujours, mais comprendre comment les données issues de l'archéologie préhistorique nous permettent d'éclairer sa naissance. C'est ça que je veux faire. Oui. Et ça, je pense qu'il faut que le travail soit fait non seulement par les philosophes, mais qu'il soit fait par les historiographes. Parce qu'après tout, quand Hérodote dit « Moi, Hérodote d'Halicarnasse, écrit ici les scènes qui opposèrent les Grecs et les barbares pour faire que les grands exploits de l'humanité ne restent pas dans l'oubli », il invente une discipline nouvelle, au même moment que les philosophes, vers moins 500 avant l'ère. Et il fait à peu près le même geste, c'est-à-dire qu'il entérine la domination totale de l'humain sur tout le vivant. Je pense que c'est ce que la philosophie a fait, en fait, et que nous vivons dessus. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'aime à dire à qui veut l'entendre que on a longtemps cru que l'Antiquité était ancienne. Il faut comprendre, en fait, qu'elle est tardive. Mais c'est difficile pour nous à entendre parce que tous nos repères civilisationnels font que on se réfère toujours à l'Antiquité comme à un point de départ. Et même quand on n'est pas seulement dans un espace judéo-chrétien, on va dire, non, ok, il y a les Grecs, oh non, il y a les Égyptiens bien avant, oh non, il y a les Mésopotamiens bien avant. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, on bloque à la naissance de l'écriture. Et c'est là la raison pour laquelle, si vous voulez, on appelle de ce si mauvais nom, cette discipline préhistoire. Préhistoire, ça a été inventé pour dire ce qui est avant l'histoire. Et on comprenait cela comme l'invention d'un document écrit. Donc tant qu'on pense que les documents ne sont qu'écrits, on ne comprend rien à l'archéologie. Et une bonne partie des philosophes, je le regrette et je suis malheureux de le dire, croyez-moi, pensent toujours que l'un d'eux m'a même dit une fois, quand je lui tentais d'exposer mon travail, que ça ne devait pas être facile parce qu'on manquait de documents.
j'ai failli tomber à la renverse, parce que des documents, en fait, les archéologues le savent. C'est ce qui encombre leur tiroir, tellement il y en a. Ils ne sont pas écrits, mais il y en a des millions aujourd'hui, des documents archéologiques. Vous voyez ? Donc tant qu'on est dans l'idée que le document c'est l'écriture, que l'écriture c'est le début de la civilisation, on ne peut rien comprendre à ce qui nous a devancés. Donc il y a un gros travail, et ça c'est énorme, en fait, comme discipline à inventer en quelque sorte. Merci monsieur. Merci de votre conférence. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous entendre. Je voulais vous poser la question suivante, c'est est-ce qu'il y a eu une tentative d'interprétation de cette image que représente la grotte d'Altamira? Alors, une, non. 200, oui. Pour faire très court, parce que sinon, moi je veux bien, on a toute la nuit, hein, c'est pas, mais bon, tout le monde ne sera pas d'accord. Les premières interprétations ont été celles d'un art propitiatoire de la chasse. Je l'ai anticipé dans ma conférence, depuis Lascaux, c'est abandonné. Et après la découverte de Lascaux, qui a eu lieu en 1940, puisque ça ne pouvait pas être un art propitiatoire de la chasse, puisque voilà, il chasse essentiellement le renne. Le renne, c'est l'animal à tout faire de la préhistoire. Hein. On le mange, on utilise sa graisse, la peau est utilisée pour les vêtements, les tendons pour la couture, les bois aussi. L'animal parfait. Et donc après, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Il y a eu des interprétations à cause d'une ethnologie comparée, totémiste. Parce qu'au début du XXe siècle, on s'intéresse beaucoup à l'art des aborigènes australiens, avec des cultures totémiques. Et on se dit, ben voilà, c'est peut-être des totems de clans, parce que évidemment, c'est des petits groupes claniques, une population de paléolithique, si vous voulez, c'est viable à 25 personnes, mais ça dépasse probablement très peu les 30-35. Voilà. Et donc, peut-être qu'ils ont des totems. D'autres interprétations, beaucoup plus récentes, de cette même œuvre, hein, ont pu être proposées en disant que c'était un art de type chamanique. Deux interprétations très récentes, c'est-à-dire fin des années 1990, et non, c'était le chamanisme, c'est fin des années 1990, pardon, mais fin des années 2010 et la dernière, c'est début 2020. L'avant-dernière interprétation qui a été proposée consiste à dire que c'est un art héraldique, à quoi je ne crois pas du tout, comme aucune autre d'ailleurs. Mais l'héraldique consistait à dire, c'est une sorte de variante du totémisme sur le modèle des blasons des sociétés dites historiques. Un chef de clan pose son blason. Alors pourquoi ça a été dit? Parce qu'un anthropologue important, français, prématurément décédé, qui est au Collège de France, s'appelait Alain Testard, avait mis en évidence, à propos de ses activités d'ethnologue, que des sociétés très anciennes pouvaient avoir connu des systèmes inégalitaires. Il se basait là-dessus sur des populations en fait amérindiennes d'Amérique de l'Ouest, du Nord-Ouest, hein, de Nouvelle-Colombie en fait. Alors, qu'il y ait pu y avoir des sociétés inégalitaires a pu faire dire à un chercheur, peu importe son nom, que ces sociétés étant possiblement déjà inégalitaires, ce qui reste en grande partie à prouver d'ailleurs, hein, eh bien, il pouvait y avoir des dimensions héraldiques, un chef de clan, sauf qu'à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi dans une grotte, on ne trouve jamais qu'une seule type d'animal. Il n'y a pas que des bisons, il y a même à Altamira, il n'y a pas que des chevaux, il n'y a pas que des mammouths, il y a toujours un mélange, une pluralité. Donc ça, c'est difficile à comprendre. Et la dernière interprétation en date, elle date de 2022, elle est due probablement à un des meilleurs archéologues préhistoriens français contemporains, qui s'appelle Jean-Louis Clequelec. Il publie un gros volume de près de 800 pages, qui s'appelle La caverne originelle, qui est remarquable. Il propose une interprétation à laquelle je ne crois pas beaucoup non plus, mais qui est très intéressante. Il étudie les mythes, il a répertorié les mythes sur l'ensemble de la planète, fait une base de données absolument considérable, et puis étudier leur fréquence et leur plus grande ancienneté. Et la plus grande fréquence et la plus grande ancienneté des mythes,
porte, dit-il, vers un mythe qu'il appelle le mythe de l'émergence. Et c'est l'interprétation qui commence à faire son petit chemin, d'ailleurs, dans les milieux de la préhistoire, qui consiste à dire que, en gros, si un des mythes les plus anciens portés par nos humanités, le mythe de l'émergence, ça dit qu'avant, comme dit l'histoire des mythes, il existait non pas deux espèces humaines et, disons, non humaines, mais un genre confondu, et que, en quelque sorte, ce genre a été représenté au fond de la Terre, et qu'un jour, les espèces sont sorties et donc divisées. Ce mythe existe sur dans plusieurs continents. Il est répertorié, attesté, donc ça, c'est un fait. Donc il a sa pertinence, hein, et donc que les peintures seraient en quelque sorte la réinitialisation du mythe d'émergence d'origine. Alors pourquoi j'y crois pas tellement? D'une part parce que même Jean-Luc Lequelec le dit, en fait, là où il est très peu répertorié ce mythe, ben, c'est précisément en Europe de l'Ouest. C'est ballot parce qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres pariétales à ce moment-là. Et puis une autre raison qui me semble encore presque aussi ou plus importante, c'est que en fait ça pourrait expliquer l'art des grottes ornées, mais absolument pas l'art des zones rupestres. Or, il y a beaucoup de sites où des gravures et peintures ont été faites en plein air. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi le mythe de l'émergence ait pu s'appliquer sur des sites de plein air. Voyez. Donc voilà, ça pose des problèmes. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Mon parti pris depuis une dizaine d'années consiste à dire on a perdu la clé. Ces débats herméneutiques sont intéressants, mais toujours un peu vains. Alors, je ne veux pas dire que toutes les interprétations se valent. Hein. Il y a des interprétations qui sont bien plus pertinentes que d'autres. Je suis persuadé que ça a du sens, mais quant à moi, je ne veux pas m'engager là-dedans parce que c'est comme une interprétation de plus dans un magma d'interprétations possibles. Et je pense qu'il y a mieux à faire, enfin, c'est du moins la voie que je suis quant à moi, qui n'engage que moi, c'est de me dire qu'on peut étudier comparativement les œuvres quand on compare ce qui s'est produit au paléolithique et au néolithique. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais les interprétations, j'y renonce parce que la clé est perdue. Voilà, on n'a ni de transmission, il n'y a pas d'écriture et on n'a pas de transmission orale. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci.